Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. Aujourd'hui, le 5e numéro, si je ne m'abuse, je suis plus très sûr. On a encore perdu une partie de notre staff, décidément, il y a du turnover chez nous. Cette semaine, c'est Chapi qui va pas être présent, donc on se retrouve à 3 une nouvelle fois. Cette fois-ci avec Kilvan. Hello. Et Mechan. Salut. Voilà, donc on se retrouve en trio. Et on va se faire un numéro consacré... Alors c'est vrai que, bon, pour introduire le sujet, on parle beaucoup de nos jeux du cœur, de jeux de passé. C'est vrai que, étant tous des vieux cons, on a tendance à parler des jeux qu'on a aimés plutôt que des jeux qui arrivent. Donc cette semaine, on va se faire un sujet, c'est quel jeu attendez-vous d'ici cette fin d'année et pourquoi. Donc ça va être l'occasion de parler un petit peu des grosses sorties qui se profilent à l'horizon de la fin 2018, et puis ça va être aussi l'occasion de parler de jeux dont on n'aurait pas forcément parlé si on n'avait pas abordé le sujet. Donc 3 intervenants, 3 jeux différents, et 3 jeux qui sont dans un style bien différent l'un de l'autre. Du coup c'est cool, ça va nous permettre de brasser un petit peu un spectre assez large durant ce podcast. Alors, je ne sais pas à qui on va passer la parole. On va passer la parole aux femmes, parce que je me sens féministe aujourd'hui. J'ai envie de dévoiler des messages engagés sur mes seins. Et donc, on va commencer par Mei-chan. Mei-chan, de quel jeu souhaites-tu nous parler ? Ah bah moi je vais être original, hein. Je vais dire que j'attends beaucoup le Smash Bros à venir, le Smash Bros Ultimate. Oui. Un peu comme une grosse fangirl en fait, hein. J'ai déjà le jeu qui est précommandé dans mon petit panier Fnac et qui attend la livraison pour sa sortie le 7 décembre de cette année. Hein, c'est marrant parce que la saga Smash Bros c'est quand même une saga vachement polarisante. Je veux dire, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'aiment pas du tout le concept, mais alors pour ceux qui aiment, c'est vraiment c'est une grand-messe quoi, hein, quasiment. Vraiment un rendez-vous. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs pas mal de gens que je connais ou que j'ai vu sur Twitter qui vont préco le jeu, alors que finalement ils l'ont jamais testé. Enfin, ça fait partie des jeux dans lesquels tu donnes une confiance aveugle, quoi. J'ai l'impression. Bah ils arrivent à te vendre le truc quand même quoi, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que ça mélange vraiment tous les persos Nintendo quoi. Mais alors, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter cet épisode? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Enfin, qu'est-ce qui te donne envie par rapport au jeu précédent? Alors, il y a pas mal de trucs là qui vont rajouter. Il y a eu pas mal de terrains et tout, mais en fait, concrètement, moi, on m'a appâté avec un seul personnage. Hein, c'est l'arrivée de Richter, parce que forcément à chaque nouvel épisode, on te balance des nouveaux persos. Et là, on t'en a mis 2 de Castlevania, donc à savoir Simon Belmont et Richter. Et moi, Richter, c'est l'amour de ma vie. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, je veux le jeu. Alors que normalement, ce jeu-là, depuis que je joue au Smash, je joue qu'un seul personnage, c'est Sheik. Et au tout début, en plus de la franchise, pour pouvoir jouer Sheik, fallait prendre Zelda, faire une manip et modifier le personnage. C'est venu après, je sais plus si c'est avec Brawl ou Melee, que Sheik était déjà présent comme ça. Ouais, c'était très chiant parce que des fois, comme moi, j'ai tendance en fait sur les jeux à pas faire les inputs qu'il faut, mais voilà, mais ça c'est comme les versions old sur 2X quoi. Du coup, tu te retrouves des fois avec à faire un truc et puis hop, il se transforme en Zelda et tu te dis putain, mais ils ont pas les mêmes trucs quoi, donc ça fait chier et tu dois refaire la manip encore pour avoir ton perso, donc c'est très chiant. Hein. Je dis, je joue que ce perso là et en fait, ils m'ont annoncé Richter, je fais bon c'est mort, hein, je vais faire des infidélités à Sheik et puis je vais jouer Richter. Ok, il y a des modes nouveaux, il y a quoi comme nouveauté, tu sais un peu ou pas? Je sais que il y a des nouveaux terrains. Ils vont passer avec un système d'assist aussi. Tu peux avoir des persos qui sont pas jouables, mais que tu peux appeler en assist. Ouais, comme par exemple avec justement avec la famille Belmont, t'as le droit à avoir Alucard. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est ouais, ça leur permet de bourrer d'autant plus des persos que les gens aiment bien. Bon voilà, en se disant on n'a pas le temps de les coder ou on peut pas le faire parce que le roster il a pas une place infinie, mais on va quand même faire plaisir quoi. Ouais, c'est ça.
C'est Ok. ça. Mais moi, ce que j'aime bien dans Smash, c'est vrai que c'est pour, c'est pas très lisible au niveau de l'écran quand tu joues avec le max de persos autorisés. C'est un peu le n'importe quoi. Mais enfin, moi, c'est ça qui me fait marrer dans ce jeu, quoi. Je trouve ça Ok. Il sort quand c'est ce jeu? marrant, quoi. Le 7 décembre. Ah ouais, non, c'est pas très long, d'accord, ok. Non, Il sort sur attends, Switch. ça fait- Sur Switch, ouais. Ouais, ok. Bon, remarque, Ah. c'est pas mal, hein, ça va permettre, enfin, vu que la console est fait à la fois console portable et puis console de salon, on va pouvoir s'amuser un peu partout. Je pense que c'est plutôt pas mal pour les joueurs qui aiment la licence, d'avoir une version portable et, enfin, à la fois portable et à la fois, actuelle. Voilà, la même du version jeu. en portable et Ouais. en salon, quoi, surtout. Parce que Ouais, c'est ça. sur le précédent, il y avait déjà une version portable sur 3DS, mais c'était pas Sur exactement la 3DS. même version que Ah ouais. la version sur la Wii U. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal. Ils sont à combien les jeux sur Switch? Ça varie en fait, ça varie des jeux, ça t'as une base, ça part de 30 à 60 euros quoi. Ouais, d'accord. Là Ok, il ouais. est je crois il va être à peut-être 5, ouais, je pense 65 euros à mon avis Oui, oui. quand il va Ouais, je sortir à suppose la que base du jeu normal, parce que enfin moi je l'ai préco mais c'est la version collector donc à 89 euros. Oh putain, 80. Ah ouais. Bon, après, moi, je dis rien Ouais, parce mais que t'as ouais, t'as une manette et t'as l'adaptateur, tu Ah ouais, vois. ouais, d'accord. T'as la manette qui va avec et l'adaptateur pour la manette. Ouais, pour c'est une la manette, Switch. ça- C'est pas trop une douille, c'est Non. quand même des trucs Non. en plus pour le prix en plus, quoi. Ouais, Voilà, c'est c'est pas ça. mal. C'est pas juste, voilà, on te dit c'est un beau packaging. Non, t'as quand même un truc en plus. Ouais, puis je suppose que de toute façon, les jeux à Ah. 30 euros sur Switch, c'est les jeux indés ou les trucs comme ça, quoi. Les jeux normaux, ils doivent être à 50, 60 balles, Ouais, quoi. Ça dépend. ouais. Après, pour ça, ça dépend, mais après, sinon, faut que t'attendes que ça baisse. Par exemple, à Carrefour, je dis n'importe quoi, tu vas à Carrefour, c'est généralement, ils font les jeux un petit peu moins chers quand ils sortent. Ah ouais. Carrefour, chez ils sont Carrefour, toujours moins chers. Ouais. Et tu peux, genre par exemple, le Mario Odyssey, il était à 45 D'accord, ok. Day Et du One. coup, le jeu, alors, enfin bon, je suppose que le monde compétitif va s'en emparer vite fait. Je sais pas. Vous avez vu des vidéos et est-ce que, enfin, je sais pas, il y a des équilibrages, vous voyez des persos qui sont hyper forts. Ça va être quoi la tendance de jeu? Parce que bon, dans les autres jeux, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas, quoique je connais tellement pas Smash que je vais pas. Enfin, je connais juste Melee un peu parce qu'on l'a subi à chaque Evo. Donc je sais qu'il y a 3 persos qui sont viables. Mais là, franchement, j'espère qu'ils vont faire un effort quand même sur l'équilibrage et que on va pas se bouffer des matchs à l'infini de Fox et de je sais plus Non, comment il je s'appelle pense pas, là. le roster est quand même Non. très gros maintenant, vu que en fait le principe de ce Smash Bros, c'est que bon, il y a quelques nouveaux persos, mais c'est pas le focus de cet épisode, c'est pas vraiment de ramener une masse de nouveautés, Ah ouais. c'est Ouais. le fait de faire l'équivalent d'un KOF UM. Ah oui, d'accord. En C'est un gros- espèce de en dream gros, match quoi. de ramener vraiment tous les personnages qui plus, ont été quoi. jouables dans les autres Smash Bros, plus quelques nouveautés. Ok. Donc potentiellement, les personnages qui n'étaient pas jouables dans le précédent, mais qui étaient jouables dans le Brawl, je sais pas. Ouais, en fait, ils veulent le remettre à c'est peut-être plat. une connerie, mais il me semble que dans le précédent, il n'y avait pas Snake. Et que Snake, il était dans celui encore d'avant. Bah là, par exemple, dans celui-là, il sera jouable. D'accord. Ouais, c'est le même objectif que 2002 UM. En fait, c'est ça, c'est de remettre la série à plat pour repartir de. Enfin, tu vois, t'as un épisode borne qui te permet de repartir sur de nouvelles bases en se disant bon bah voilà, C'est ça. maintenant de toute façon le système de jeu il est bétonné. Il y a tous les persos que vous avez retrouvés dans tous les épisodes précédents. Maintenant, on peut se focaliser sur ce jeu quoi. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs la volonté de Nintendo et ce serait d'ailleurs pas mal parce que c'est vrai que bon, Melee enfin je sais même pas quel âge il a Melee mais il doit avoir au moins Du 2001. ouais voilà j'allais dire 15 ans. Ouais. Il serait quand même temps de passer sur des standards un peu même si c'est voilà je veux dire moi j'adore 2X ça change rien on peut toujours jouer au vieux jeu mais je veux dire pour la viabilité des scènes c'est important de renouveler quand même l'image des jeux et puis de renouveler l'intérêt quoi. C'est vrai qu'on peut faire des matchs à l'infini. Voilà. Ça fait un bon pont parce que moi par exemple, j'aime bien cette série, mais par contre celui-là, je refuse, mais alors catégoriquement de l'acheter quoi. Ah ouais pourquoi justement Ouais, pourquoi? Alors, parce que justement, je trouve que ce jeu-là, c'est vraiment du foutage de gueule, mais fait vraiment de A à Z en fait. Au niveau marketing, c'est qu'en fait,
Faut savoir, bon, c'est exactement le même moteur graphique, physique et tout ce que tu veux que la version Wii U. Ah ouais. Upscaler rapidement parce que c'est un Ultimate Match, donc on peut croire que c'est normal, mais en fait, Nintendo, ils ont foiré leur Wii U. Et du coup, il faut absolument en fait qu'ils fassent du Nintendo, c'est-à-dire qu'ils nous vendent les mêmes jeux plusieurs fois. C'est-à-dire que tu regardes un des jeux qui s'est le plus vendu sur la Switch, c'est Mario Kart 8, qui est un jeu Wii U. C'est exactement le même jeu, ouais. avec les mêmes graphismes, avec juste les DLC en plus dedans, vendu plein pot. Mais vu que moins de gens ont eu la Wii U, la Wii U c'est une console qui s'est pas trop vendue, donc peu de gens ont joué à ces jeux, bah du coup en fait ils prennent ça comme des nouveaux jeux, parce qu'en fait parce que la Switch a beaucoup mieux marché et les gens l'ont plus acheté. Ouais, je te trouve dur là-dessus parce que c'est ce qu'ils ont tout le temps fait, hein, Nintendo. Je dirais, les mecs ils s'auto-recyclent quoi. Il le faisait pas sur les consoles de salon. Ouais, c'est vrai, ouais. Il les faisait sur les consoles portables, mais vu que celle-là elle a le cul entre deux chaises, bah tu te retrouves en fait, pour moi en fait ce Smash Bros Ultimate c'est le Smash Bros Wii U. En fait, avec des DLC, ils ont fait genre non mais regardez, il y a du travail, on a changé maintenant quand vous faites le babé de Shulk, si vous appuyez sur droite, vous passez directement dans le bon truc qui va bien et tout. En gros, ils ont mis 3 stagiaires 2 semaines pour faire 2-3 équilibrages par perso et ils veulent te vendre ça plein pot. Donc moi je trouve que moi je suis vraiment après c'est du Nintendo, donc je comprends qu'on te revende un jeu, mais que par exemple que ce soit le même moteur que la version Wii U sur une console portable, ça m'aurait pas gêné si tu veux. Si à côté de ça t'as une version console de salon qui évolue vraiment. Là en fait on se retrouve avec un Smash Bros qui va justement va pas répondre au truc que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait en termes de standard visuel il va rien avoir de plus que le Smash Bros Wii U quoi. Aussi en plus de ça, déjà que le Smash Bros Wii U avec le Melee qui a quand même bien vieilli, le Melee malgré tout, je trouve pas déjà qu'il y a un écart extraordinaire du fait des designs un peu ronds des persos et qui mettent pas des effets graphiques extraordinaires dans les maps, même si elles sont jolies, hein. Mais là en fait on se retrouve concrètement c'est le même jeu patché quoi. C'est un peu comme si genre ils arrivent à faire un événement, genre on vous sort un Smash Bros Ultimate tata sur une nouvelle genre le Smash Bros de la Switch et tout, alors que concrètement c'est comme si c'est la même chose que si Capcom avait fait ça quand ils ont sorti Arcade Edition, tu vois. Ouais, d'accord. Street Fighter 4 ou Ultra, tu vois. Ouais. Et donc du coup celui-là, déjà celui de Wii U, moi j'y ai très peu joué parce que bon déjà peu de gens l'avaient, donc le mode online il n'y avait pas non plus énormément de monde. Et il était pas, on retrouvait toujours pas les sensations de mêlée, il était pas forcément extraordinaire le jeu. Celui-là, je vois pas pourquoi je l'achèterais. Déjà que j'ai pas joué à celui d'avant et que celui-là c'est le même. Ouais, tu vois, moi qui suis le premier à cracher sur ce que fait Nintendo pour une fois, ouais, je sais pas, moi si c'est un épisode qui reprend tout, pourquoi pas. Franchement, je vois, ouais, là par contre j'ai plus de mal à comprendre pourquoi je l'achèterais pas, mais bon, soit. En tout cas, je pense que le but va être atteint de toute façon avec cet épisode, hein, s'ils doivent relancer la série ou faire un épisode qui sert de point de repère pour les prochaines générations. En tout cas, ça va marcher. Là, clairement, surtout que justement la génération à venir, ils n'ont pas forcément accès aux anciennes consoles, donc aux anciennes versions. Donc là, ils vont vraiment avoir la base de tout, quoi. Ils vont partir avec pratiquement tous les personnages qui étaient jouables depuis le 1, et ils vont vraiment se faire la main dessus, quoi. Ouais, puis je pense que là, du coup, c'est pas mal cette sortie parce que ça fait 6 mois avant l'Evo. Et du coup, pour la première année où le jeu va être présent à l'Evo, je pense qu'il va y avoir un niveau de dingo. Du coup, c'est pas plus mal. Je dis pas pour autant que le jeu sera mauvais, mais pour moi c'est une. Oui, non, mais je comprends que c'est. Quoi. Ouais, on a bien compris que c'était pas. C'est que vu comme ça se tient. Allez, on va te dire oui. On va te dire oui. Je ne veux pas te dire oui. Non, mais. Pas mon avis. Ok, écoute, très bien, on va passer au deuxième jeu. Vas-y Kilvan, je terminerai moi, mais je t'en prie. De quoi est-ce que tu vas nous parler pour ta fin d'année? Alors je triche un peu parce qu'on n'a pas la date de sortie, mais il est censé sortir avant la fin de l'année. C'est ce que beaucoup disent. Hein? C'est ce que beaucoup de développeurs disent.
c'est exactement ça. Mais bon, j'ai le droit de tricher un petit peu. Bon, voilà, mon de toute émission, façon, personne je va. fais ce que je veux. Ouais. Et puis donc du coup, non, donc je vais parler donc du coup de Death Stranding. Donc c'est le prochain bébé d'Hideo Kojima. Donc bon, rapidement, je peux présenter Hideo Kojima. Je pense que ça sert à rien. Bon, c'est le papa de Metal Gear et d'autres jeux comme Snatcher et compagnie quoi. Et alors pourquoi j'attends ce jeu? Bah, ça va être un peu difficile d'en parler parce qu'on a très peu d'informations dessus au final. On a quelques trailers énigmatiques comme la plupart des jeux de Kojima, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Clairement, une communication vraiment bizarre. on voit des bouts de jeu, mais tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Donc en gros, le pitch. Alors enfin, je sais même pas si on peut parler de pitch, mais on va dire ce qui ressort des trailers qu'on a vus, c'est que c'est un univers donc très sombre où les personnages, on les voit évoluer en fait en ayant une espèce de combinaison autour d'eux, et ils ont un dispositif pardon, qui permet de voir en fait des espèces d'êtres qui sont clairement malfaisants. Enfin, tu vois vraiment le truc, c'est Satan, c'est sûr certain. La particularité de ça, c'est que ce dispositif est rattaché à une espèce de poche qui tiennent sur eux, où il y a à l'intérieur un nouveau-né. Enfin, pour vous dire un peu le... Putain, c'est barré, ouais. Bon, c'est complètement barré, le truc. Et dès les premiers trailers, donc on se dit, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, il y a un bébé qui est dans un truc qui permet de voir des bestioles. Ensuite, on voit un personnage se faire attraper par une de ces bêtes, littéralement se suicider. Donc, c'est-à-dire se planter de multiples coups de couteau, genre manuellement, vraiment au niveau de la cage thoracique. Comme un artisan, quoi. Enfin, vraiment des trucs très très violents. Et en fait, on se dit, en fait, bah, il y a quand même c'est quand même les personnages ne veulent absolument pas être capturés par ces bestioles-là. Et donc de mourir, enfin je veux dire se planter soi-même des coups de couteau dans la cage thoracique, je pense qu'on a quand même fait plus doux, je pense, comme suicide. Et donc on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi. Et la fin du premier trailer, tu vois une nana en gros plan qui mange qui tient une espèce de petite larve qui ressemble à un nouveau-né mais qui serait un peu malfaisant, tu vois. et elle croque cette larve. D'accord. Donc en fait, tout ça cumulé, tu te dis c'est trop bizarre dans tous les sens. Qu'est-ce que ça va être ce jeu? De quoi ça va parler? Mais le truc qui est réussi, c'est qu'en fait, t'es happé par le truc parce que l'ambiance sonore est hyper lourde, il y a très peu de musique. C'est juste, c'est dense, t'as l'impression que l'air autour des personnages est épais, c'est pesant, voilà, tu vois. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter derrière ça? Enfin, qu'est-ce qui force des gens à se tuer comme ça? Pourquoi on se retrouve à devoir utiliser des nouveau-nés pour trouver des espèces de trucs maléfiques autour de toi? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est sur Terre? Est-ce que c'est sur une autre planète? Où est-ce qu'on est dans le temps? Etc. quoi. Donc en gros, vraiment, on aimerait bien voir en fait la contextualisation de ce truc-là. Et donc voilà, ça c'est pour moi, ça m'a vraiment intéressé. Enfin, je me dis, je peux très bien être complètement déçu. Comme trouver que c'est une merde intégrale parce que finalement en fait c'était juste un coup de bluff, comme ça peut devenir un jeu génial, voire c'est possible quoi. Bah il y a des jeux et en fait c'est le fait d'être dans cette position-là, en fait, dans l'attente qui fait que c'est vraiment le jeu que j'attends le plus. Ouais, alors ça, il y a des jeux comme ça. C'est vrai que les jeux qui sont un peu artsy, tu vois, enfin où il y a vraiment il y a un parti pris très fort. Surtout venant d'Hideo Kojima, c'est vrai que c'est un mec lui qui a pas trop peur des barrières, de les franchir, tu vois. S'il a quelque chose s'il a un point de vue à développer, il va le faire quoi qu'il arrive. Surtout que maintenant il a les mains libres, donc il y a plus de problème. Mais est-ce que tu te rappelles qu'Ilvan, c'était pas Parasite F2 sur PSP là qui était vraiment très très chelou? Ah oui, c'était The Last Birthday. Et ouais, voilà, c'est ça. Parasite Eve de base. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, ça me rappelle un peu ce type de jeu, quoi. Tu vois, un jeu qui prend vraiment, un parti pris. Quand tu regardes les trailers, tu comprends pas vraiment, où le jeu veut en venir. Ça va t'emmener, ouais. Bon là, dans le cadre de The Last Birthday, c'était on terminait avec un jeu honnête qui était pas ouf, mais voilà. C'est vrai que ce genre. Il était correct, quand même. Ouais, non, il était agréable sans être fou. Mais voilà, ce genre de jeu, c'est vrai que bon, même
il faut vraiment maîtriser son sujet pour rentrer dans l'univers de ce genre de jeu, quoi. Je veux dire, si tu t'accroches pas à l'univers ou à la narration, généralement c'est dur de rattraper. Enfin, si tu passes par exemple deux premières mauvaises heures, généralement c'est dur de continuer l'aventure, quoi. Surtout quand c'est clair. on essaie de t'emmener. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs ce trailer de Death Ah non, moi j'ai pas lu. Non, je vais en mettre un petit bout là dans la post prod, mais j'ai pas vu du tout, moi. Ouais, je l'ai vu, c'est vrai que c'était une ambiance assez malaisante, quoi. Tu sais pas si c'est, tu vois, s'il est bien, si tu dois te sentir bien, si tu vas être, enfin, tu vois, tu sens que ça va être oppressant, quoi, pendant tout le truc. Par contre, il y a, au niveau des acteurs qui ont été pris, moi, c'est Léa Seydoux, j'ai du mal avec ça. Ah, elle est dedans? Sa capture. Ouais, elle est dedans. Ah, et ok. j'ai du mal avec ça. et Avec la façon et dont elle a le été personnage retranscrite. principal du jeu, si je C'est, connais pas le nom de l'acteur, mais toi tu le connais peut-être du coup, mais c'est un acteur aussi. Ouais. Ouais, c'est Norman Reedus. Oui, le mec de Walking Dead avec l'arbalète là. Voilà, c'est Ouais, ça. Mm. ouais. Et lui, Walking Dead. sa gueule, elle passe bien. Mais Léa Seydoux, j'ai du mal avec ça, la façon dont ça a été capturé. Je sais pas, elle a un visage un peu. Moi, j'ai du mal avec Spécial. l'actrice de base, du coup. C'est vrai que Ouais. ça va peut-être Bah pas oui, non, forcément mais de plaire. base, enfin, quand tu la vois dans le truc, c'est encore plus. Ça apporte encore plus un côté space au truc. Moi Quoi. j'aime bien, ça fait ce que j'aime bien avec la nana. Enfin après, je connais pas spécialement l'actrice, donc je sais pas, mais c'est peut-être volontaire, mais t'as vraiment l'impression d'être devant une personne complètement déshumanisée avec, enfin genre la race aryenne, mais tu sais, qui a mal tourné, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. genre, enfin un côté, tu dis c'est une blonde, tu dis Un peu eugénisme, quoi. Enfin, elle fait flipper quoi, comme un peu une poupée, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et je C'est ça. me demande si c'est pas fait exprès du coup, hein, parce que c'est Peut-être, ouais. parce que tu sais pas si ce personnage-là c'est Satan ou si c'est tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. on- De base, on si sait elle est pas, de ton quoi. côté ou en fait, elle va te la mettre à l'envers derrière, tu vois. Exactement. Donc, Et c'est- Vous savez, particulier, c'est quoi. quoi comme style de jeu? C'est un jeu à la troisième personne? C'est un jeu d'aventure? Alors, C'est quoi? honnêtement, c'est un jeu à la troisième personne, mais alors le style de jeu, je serais incapable de te dire ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour l'instant, c'est pas clair, quoi. Ok. Parce que moi je me rappelle, ça fait un moment qu'on en parle, enfin qu'il a été annoncé ce jeu. Oui, mais il y avait eu qu'un trailer en fait. Il y a eu quoi, excuse-moi? Ouais, Il y a eu deux trailers, pardon. Il y a eu que deux trailers depuis. Ah ouais. Il y a eu un petit bout de gameplay à l'E3, mais c'est à c'est tout, l'E3. hein. D'accord. Mais ils en avaient déjà parlé à l'E3 d'avant, vite fait. Enfin, t'avais juste eu la tête de Norman Reedus pour dire qu'il faisait un truc avec Kojima. Voilà, c'est quoi. ça. Ok. Bon, de toute façon, ça va être un jeu qui va se taper un 19 sur 20, une vignette de Julien Chiez qui va faire un sourire incroyable Bah oui, ou l'air étonné. c'est Kojima, voyons. Alors, Ouais, c'est ça. alors, justement, Peut-être même qu'il va aller le rencontrer pour en parler et pour avoir sa PS4. signé avec son voilà. propre sang, quoi. C'est ça. Non, mais juste, je vais quand même rebondir juste parce que bon, enfin, porter un petit sujet aussi. C'est, je trouve en fait ce jeu-là, en fait, c'est un peu symptôme de ce que moi j'attends en fait en tant que joueur dans la prochaine génération de consoles. C'est qu'en fait, je trouve qu'on est resté dans une phase. Je vais dire, alors c'est dur de dater, mais je vais dire à peu près 2009. C'est-à-dire en gros quand la Xbox 360 et la PS3 commençaient à être bien rodées, quoi, qu'on commençait à nous sortir quand même des jeux rodés de ces consoles-là, Mhm. où je trouve qu'en fait les gros jeux qu'on attend, ou même les jeux en général, en fait, n'évoluent plus assez. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de mal avec les grosses productions à être surpris et vraiment intéressé pour le fond du jeu. C'est-à-dire que en fait, on va, je trouve dans les jeux récents, je parle vraiment juste, c'est vraiment ma propre vision des jeux vidéo. Hein, c'est uniquement mon avis. Mais moi, je trouve que on a une petite tendance en fait à avoir envie de jouer à des jeux grosse production parce qu'on se dit ah ouais parce que les graphismes sont jolis, la maniabilité a l'air bien, il y a un mode online, il y a ceci, il y a cela. Ouais, ça va être un jeu vite fait pour passer le temps. Et en fait, il y a plus trop de grosses productions où on se dit vas-y, j'ai envie de le voir parce que en tant que c'est, enfin, je pense ça un peu comme si tu regardais un film quoi. Oui, Genre œuvre, vraiment quoi. en tant qu'une Œuvre, c'est ce que tu une veux dire. prestation artistique quoi. Mhm. Et c'est ça en fait, je trouve que Death Stranding il est un peu comme ça. C'est là vu qu'on est dans l'expectative totale et qu'on sait pas du tout le gameplay qu'il va avoir. Là on est justement en fait la partie jeu vidéo est très très sommaire en fait dans tout ce qui a été vendu. Et pourtant on a quand même envie de l'avoir entre les mains le jeu. Mhm. Ah, c'est marrant. Et, Ouais, c'est assez
c'est assez puissant d'avoir réussi à faire ça, et c'est un des rares. C'est un des derniers. Enfin, sur cette année, c'est le seul jeu qui m'a fait ça, quoi. Alors attention, parce que moi j'ai deux exemples, deux contre-exemples. Le premier c'était BioShock Infinite, qui avait été vendu comme vraiment le renouveau de BioShock, avec des thématiques où là vraiment on sortait du FPS pour se laisser transporter. Et une fois que tu y jouais, c'était vraiment un vulgaire FPS avec une IA qui était. Moi non plus, celui-là, je l'ai pas apprécié. Je suis assez d'accord. Après, fallait pas se faire avoir. Enfin, tu voyais très clairement que c'était un jeu AAA calibré, quoi. Enfin, ça a pas été vendu comme un truc. Ça a été vendu comme un truc, mais toi, si t'enlevais tes lunettes de soleil 2 minutes, tu sentais bien que, tu voyais le coup four arriver, quoi. Ouais. Et alors, du coup, l'autre exemple qui va peut-être aller plus dans le sens du coup, c'est Hellblade: Senua's Sacrifice que j'ai fait là récemment, qui lui se vendait vraiment comme une œuvre. Tu vois, c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, c'est que la partie gameplay, il y a quasiment rien, quoi. Je veux dire, il y a très peu de combats dans le jeu. Il y a beaucoup de parties contemplatives où il y a beaucoup de parties où on marche, tout simplement. Ouais, de parties où il faut faire un putain de signes dans le décor aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Et voilà, ça c'est typiquement un jeu qui se voulait pas vraiment comme un jeu dans le sens interactif, mais plus dans le sens narratif. Et c'est vrai que si tu te faisais pas emporter, moi j'ai trouvé que justement voilà, ça pêchait énormément au niveau autant au niveau narratif c'était bien fait, mais au niveau jeu vidéo tout simplement qu'au niveau jeu c'était déséquilibré et pas hyper fun, quoi. Ouais. Mais alors je suis entièrement d'accord avec toi, mais il a eu le bon goût de se vendre à un prix moins élevé. Oui, bah ouais, mais c'est pour ça que je l'ai acheté moi aussi, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait t'avais quand même, ils savaient très bien que entre guillemets, c'était pas un jeu complet, pas comme, ça aurait été vendu par une c'est un jeu indé, hein. Vendu à 60 € sans souci, quoi. Ouais, c'est un jeu indé, quoi, tout simplement. Alors que là, ils te le vendent bien, Moi, je trouve, clairement, le jeu, celui-là, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le vrai point fort du jeu, c'est le travail qu'il y a eu sur les sons. Oui. Moi, j'ai un casque, tu sais, il fait 5.1 et 7.1, pardon. Et du coup, tu peux activer le 7.1 dans le jeu et t'as vraiment il y a eu une qualité de travail à ce niveau-là qui c'était assez bluffant, quand même. Bah justement, moi c'est ça qui m'a fatigué, juste qu'on me parle tout le temps que, c'est vrai que du coup vu qu'il y a un thème de la psychose et qu'on entend des voix systématiquement. Mais c'est sûr que c'est pas, clairement. Mais ça m'a fatigué, vraiment nerveusement, ça m'a fatigué. Clairement, c'est pas un jeu de Julien Chiez, justement, quoi. Voilà, exactement. Non mais voilà, pour faire le parallèle avec Death Stranding, on voit du coup en parlant de ça, on voit à peu près à quoi s'attendre. On sent que ça va être un jeu où il y aura des parties un peu what the fuck, mais qu'il faut être capable je pense qu'il faudra être capable de se laisser emporter dans l'univers et de pas. Ça peut être une vraie merde aussi, hein. Faut pas trop réfléchir dans ce genre de jeu, quoi. Tu vois, faut plutôt essayer de se laisser porter et puis ça marche ou ça marche pas pour toi, mais faut pas essayer de rationaliser tous les trous scénaristiques, les trucs comme ça, quoi. Oui. Enfin, on verra. Bon, allez, on passe à mon sujet, le dernier. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Moi, je vais parler de Artifact, qui est le prochain jeu de cartes qui va sortir sur Steam et qui est fait par Valve, hein, donc forcément, il y aura une sortie sur Steam. C'est un jeu de cartes, hein, donc à collectionner. Encore un, vous allez me dire. C'est vrai que les jeux de cartes, ils ont quand même vachement le vent en poupe en ce moment, hein. C'est quand même assez incroyable entre Hearthstone qui a vraiment renouvelé le genre sur ordinateur. On a l'arrivée de Magic Arena aussi. Je sais plus, il est sorti Magic Arena ou il est encore en bêta? Je me souviens plus. Pour moi, il est en bêta. Mais ouais, sans doute. Voilà, du coup, on a un nouveau concurrent là, donc Artifact. La bêta, elle est dispo le mois prochain. Je crois que c'est le 19 novembre. Et le jeu, il va sortir le 28 novembre, si je ne m'abuse. Donc c'est vrai que la bêta va pas être très longue là, hein. Il y aura 9 jours de bêta pour voir si le jeu est correct ou pas, si les match-ups sont équilibrés. En tout cas, c'est un jeu de cartes donc à collectionner où on va pouvoir faire tourner l'échange sur Steam. Vous savez qu'on reçoit plein de cartes aussi sur Steam là, quand on joue à des jeux, on sait pas quoi en foutre. Et ben ça va utiliser un petit peu le même principe. On va pouvoir s'échanger des cartes grâce à ça. Et puis, c'est un jeu qui est basé avant tout sur Dota 2, hein, donc il y aura tous les persos de Dota 2 en cartes qu'on va retrouver. Le jeu, alors pourquoi est-ce que je m'y intéresse? C'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield. Donc voilà, il y a pas de magie, c'est donc le créateur de Magic the Gathering, hein, pour ceux qui savent pas forcément.
Donc juste ça, je suis intrigué quoi. Je suis pas pour pas mentir, quand on a préparé l'émission, enfin moi j'ai préparé un peu l'émission et moi ça fait 1 an et demi que je joue qu'à 2 jeux. Donc du coup c'est vrai que ce qui se passe un peu dans le monde du jeu vidéo, ça m'intéresse pas du tout. Enfin je veux dire si c'est pour jouer au prochain Assassin's Creed ou au prochain Forza, je sais pas quoi. Bref, ça m'intéresse pas. J'ai cherché un jeu pour voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait m'intéresser, mais voir un jeu de cartes créé par Richard Garfield et puis avec l'univers de Dota 2, franchement pourquoi pas. En plus, alors ce qui est intéressant et ce qui m'a donné aussi envie de l'essayer, c'est que c'est pas un free-to-play du coup. Là, on est vraiment sur un jeu un peu sur le profil de Overwatch, c'est-à-dire que vous achetez le jeu plein pot et puis après c'est parti, vous profitez de ce qui va sortir dans le jeu. Alors j'ai pas dit que les DLC étaient gratuits après, mais ça va être un vrai jeu, vous allez payer plein pot, et puis après il y aura des sorties. Donc généralement quand on a un jeu où tu payes le prix complet, normalement il y a de la qualité, il y a du contenu, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve pas avec un jeu de cartes où il y a vraiment 4-5 decks de possibles dès le départ. D'après ce que j'ai vu sur le jeu, il y a au lancement il y aura 40 héros de dispo et 280 cartes, sachant qu'un deck, il y a 5 héros dans le deck et il y a 40 cartes. Donc bon, ça va. Il y a pas masse de cartes au départ, mais ça fait un set quand même assez correct. Ouais, je pense que ça va être plutôt pas mal. Au niveau du système, alors là, c'est là aussi qu'il va peut-être falloir s'accrocher parce que ça fait un peu penser à Dota 2 dans la difficulté. C'est un jeu qui va se jouer sur 3 lanes, un peu comme un MOBA. C'est-à-dire que vous avez sur votre table, vous avez 3 parties où il y a des bêtes qui s'affrontent. Donc faut comprendre un petit peu le style de jeu. C'est pareil, je vais mettre une petite image en post-prod là pour que vous voyez un petit peu comment marche l'arène. Mais ça s'annonce compliqué quoi, puisqu'il va falloir jouer sur les 3 lanes tour par tour. Et il va falloir gérer ses héros. Apparemment il y a des raretés de cartes, donc bronze, argent et puis or. Et il y a 4 couleurs aussi dans le jeu, hein, rouge, vert, noir, bleu. Peut-être qu'on va récupérer des mécaniques de Magic, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelques vidéos qui ont commencé à popper. Il y a très peu de vidéos de gameplay. On en voit quelques-unes, mais ça a l'air d'être un jeu où il va falloir quand même apprendre les bases. Ça va pas être si facile que ça. Je pense pas qu'on soit justement sur le même segment que Hearthstone. Je pense qu'on est plutôt sur le même segment que Magic. J'ai pas joué à Magic Arena, mais bon, Magic de base, vu toutes les extensions qu'il y a. C'est la même chose que Magic, c'est les mêmes règles, même. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est au niveau de difficulté d'apprentissage, tu vois. Magic, il y a 20 000 extensions. C'est pas facile à apprendre pour un joueur débutant, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est pas le bon truc, quoi. Voilà. Donc là, moi, je sais pas du tout. Bon, là, dans les vidéos, on essaie de t'expliquer que, en fait, c'est pas compliqué. Tu vois, tu fais ça. Moi, je suis pas persuadé que ce soit si facile que ça, notamment par la gestion des 3 lanes. En tout cas, bon, c'est un jeu qui va qui va bénéficier plutôt de la pub sur Steam et tout. Enfin, Valve, c'est pas la petite entreprise indépendante, hein, donc non, ça va. C'est clair. Le jeu va être bétonné à mon avis. Et puis je pense qu'ils ont vachement confiance en eux, hein, parce que pour faire 9 jours de bêta avant de sortir le jeu. Faut quand même que le jeu il soit à un point de finition qui soit quasiment terminé quoi. Là grosso modo 9 jours de bêta, c'est juste pour dire on vérifie que tout marche bien, et je pense que c'est surtout un test au niveau infrastructure serveur. Mais le jeu en lui-même, à mon avis, il a été surtesté et survalidé en amont. Donc on va voir, c'est un jeu qui m'intéresse. Je dis pas que je vais le prendre spécialement, parce que surtout que je sais pas à quel prix il va être vendu. Mais c'est en tout cas voilà l'univers de Dota 2 plus Richard Garfield plus un jeu de cartes qui est pas free to play, donc on va pas devoir acheter 200 € de booster pour faire des decks qui valent le coup. C'est ça justement, je comprends pas en fait comment comment le jeu va fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait quand tu achètes le jeu plein pot, genre t'as toutes les cartes disponible tout le temps dès qu'elles sortent? Ah franchement, ils n'ont pas parlé encore du business model, mais si... parce que... Bah tu sais que Overwatch ils font ça, hein. Sans ouverture de paquet, c'est quand même s'asseoir sur un paquet de fric, hein. Donc je sais pas...
Ah oui, non, mais on est d'accord. Non, mais de toute façon, il y aura Comment forcément ils des, font, il y leur aura gamme, forcément des loot box, hein, ça c'est obligatoire. Hein. Je pense même, ne serait-ce que pour l'arrière des cartes ou pour des variations de cartes, enfin, de toute façon, c'est obligé. T'es obligé de faire de la thune sur du DLC. Mais, enfin, par exemple, tu vois Overwatch, ils ont aucun, pardon, ils ont aucun DLC sur du contenu. Ils ont que du cosmétique et le jeu survit très bien parce qu'ils ont la base de joueurs, hein, donc ça peut se faire. Bon, c'est vrai que voilà, vu que le jeu est basé sur l'échange de cartes, c'est clair qu'il va pas avoir enfin, il y aura pas le même business model, c'est évident. Mais Surtout en fait, si tu obtiens toutes les cartes à l'achat du jeu, à comment faire des échanges de cartes? Justement, il y a différentes raretés, donc je suppose que il y aura des boosters, des trucs comme ça, et moi je pense que de toute façon ça va se mettre en place. Enfin, c'est inévitable, hein, dans un jeu de trading, t'es obligé d'avoir des cartes plus rares que d'autres. Mais bon, tout le monde au moins va bénéficier des 280 cartes et des 40 € au lancement du jeu, donc c'est plutôt pas mal. Après avoir comment ça se joue online. Alors moi aussi j'ai du mal avec ça en ce moment là, c'est parce que j'ai commencé aussi à me mettre un peu à Smite et puis je suis un peu déjà découragé. C'est que quand on te fait jouer dans le tutoriel ou contre de l'IA et que tu commences à comprendre le jeu, ça se passe bien tout ça, et que tu tombes après sur des mecs qui te cassent les couilles parce que t'es nouveau ou qui sont des cancers. Enfin, j'espère que on va pas encore subir enfin, on le subit dans tous les jeux, donc pourquoi ce serait différent sur ce jeu-là? Mais après, ça c'est du 1 contre 1, donc normalement c'est un peu moins toxique. Normalement. Ouais, mais j'espère quoi, parce que, enfin, j'espère qu'il y aura un espèce d'engagement, tu vois, à faire persévérer le joueur, quoi. J'ai pas envie de me retrouver contre un mur, tout ça parce que j'ai pas envie de dépenser 70 heures dans le jeu de base, quoi, tu vois. J'espère qu'il va être engageant, quoi, pour les joueurs qui sont pas forcément hardcore. Mais bon, voilà, moi c'est comme je le disais, c'est basé sur Dota 2. Alors j'espère qu'ils vont pas se dire allez, on va faire un jeu un peu plus pointu, tu vois. Parce que là, c'est clair que moi je vais être perdu, j'ai clairement pas envie d'y jouer pour devenir un top player, quoi. Donc faut voir. Mais les images m'ont plu, quoi. Donc on va voir, c'est un peu l'aspect c'est vrai que c'est un peu l'aspect MOBA, hein. Je vous parlais des lanes et il y a aussi donc un héros par lane et il y a également des mobs qui accompagne le héros. Donc j'ai l'impression qu'on joue à un MOBA en fait avec un jeu de cartes. Je pense que s'ils le sortent entre guillemets sans grosse phase de bêta test et sans pub, sans campagne de pub extrême, je pense qu'ils sont très confiants dans la qualité du jeu. Ah ouais, bah oui, c'est vrai que s'ils sont pas confiants, enfin ils sont bizarres, quoi, parce que à mon avis. Non mais c'est étonnant une sortie comme ça aussi rapide. Ouais. En tout cas, on va voir. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous ça vous donne envie, est-ce que vous aimez ça déjà, les jeux de cartes, est-ce que ça pour vous ça va apporter quelque chose? Moi, j'ai toujours été une quiche sur ces jeux-là. J'ai jamais rien compris. C'est pas faute d'avoir essayé de m'y intéresser, surtout avec Hearthstone, parce qu'apparemment Hearthstone c'était une bonne prise en main pour les gens qui n'y connaissaient rien. Mais alors moi, je suis vraiment nulle à chier. Ouais, enfin oui. Bon, j'allais dire, ça n'empêche pas de s'amuser, mais non en fait, parce que c'est vrai que quand tu te prends des fêtes sur des fêtes, non, il y a rien de marrant. C'est frustrant. Non, pas du tout. Et toi, Kilvan, du coup, je sais que t'es plus dans le game, alors. Alors, moi, sur le principe, il m'intéresse. Après, le gros problème que j'ai avec ces jeux-là, en fait, c'est un peu le cancer de beaucoup de jeux, mais c'est encore plus frustrant dans les jeux de cartes. C'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le net deck dans les jeux de cartes. Ah, je connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis le net decking, c'est-à-dire qu'en fait, que la majorité des joueurs en fait passe à côté de la partie en fait de la création de son propre deck, et en fait j'essaie de faire ma propre stratégie avec les cartes que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait les gens dans les jeux récents comme ça de cartes, vu que c'est online, genre c'est limite ils gueulent s'il n'y a pas un site qui s'appelle artifacttopdeck.fr. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Où en gros, il cliquerait sur la liste, vas-y, c'est quoi le deck rapide pour monter en ladder? Il clique, ça crée tout seul le deck dans le jeu, limite, après ils peuvent commencer à jouer, et après ils se plaignent, je comprends pas, j'arrive pas à monter, parce que les mecs ils ont même pas lu la moitié de leurs cartes, ou ils ont jamais vraiment essayé de jouer au jeu, ils veulent directement être bons. Oui, moi je vais rien dire parce que c'est ce que je fais sur Paladin, je vais sur le site pour choper les decks. Il y a pas de c'est
c'est pas quelque chose que je suis contre. Dis-toi que quand t'as pas la connaissance, parlant, ouais. Mais je trouve c'est dommage en fait le problème des jeux comme ça et c'est qu'en fait peu importe en fait la qualité du jeu, si en fait il n'y a pas un moyen facile, s'il n'est pas facile d'accès et que les gens peuvent pas gagner facilement, rapidement, oui, mais je vois ce que tu veux. Oui. contre des joueurs expérimentés en jeu de cartes, mais en fait ça va pas marcher. Ouais. C'est pour ça qu'en fait Hearthstone ça marche, parce qu'en fait Hearthstone n'importe quel idiot. Enfin, n'importe quel idiot qui prend un deck donc sur les sites où en gros il y a les bons decks du moment, bah il peut faire des résultats. Parce qu'en fait c'est un jeu qui est pas très. Oui, tu veux dire que la mécanique personnelle elle est moins importante jeu, que le deck. Vu qu'il n'y a pas d'interaction entre dans Hearthstone, en fait tu ne joues que pendant ton tour. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux joueurs à proprement parler. Ouais. Et bah si en fait donc du coup en fait tu joues un peu au pif, tu glisses, déposes des cartes que tu as dans ta main, ça fait des trucs et puis bah vu que c'est un jeu où ils l'ont designé pour qu'un deck qui a 52% de win rate, c'est un deck pété, bah voilà, tout le monde s'amuse quoi. Ah oui, d'accord. OK. Et donc en gros, bah je pense qu'un jeu comme ça, j'ai vu un peu les images, ça a l'air quand même d'être un truc qui a l'air quand même d'être réfléchi, je vois, t'as des valeurs d'attaque, des valeurs de points de vie, des valeurs de défense, des trucs par rapport au lane, des trucs qui pointent, des spells, des équipements. Enfin, t'as l'air d'avoir un truc un peu complet, quoi. Bah, j'ai peur que malheureusement, un jeu comme ça fonctionne pas, quoi. C'est dommage. Moi, j'adore les jeux de cartes. Hein. C'est un style de jeu que j'apprécie. Je joue à peu près tout ce qui sort en jeu de cartes. Je les essaye tous. Parce que je trouve ça intéressant en fait de un peu comprendre les mécaniques et qu'est-ce qui est fort dans un jeu quoi. Ouais. C'est un truc que j'apprécie, bon c'est pas un truc que tout le monde apprécie et j'aime bien et moi le deck building c'est un truc qui m'intéresse, je trouve ça assez intéressant à faire. Donc je suis vraiment je suis assez fan des jeux qui sont un peu plus compliqués quoi. Ouais. Mais donc ouais celui-là il m'intéresse comme les autres mais je pense que Magic Arena, là encore ça va parce que Magic Arena il y a peu d'extensions qui sont dessus, mais je pense que arrivé à un moment en fait les gens, le skill des joueurs sera trop, les decks demanderont un skill en fait trop élevé qui fait qu'un fait un bon joueur pourra plus perdre contre un Magic c'est un peu ça le but aussi. Mourir, quoi. Ouais. La hype là c'est juste, c'est un peu comme World of Warcraft en ce moment sur Twitch, ça fait des 40 000 vues parce qu'il y a des streamers français qui ont monté une guilde pour faire le contenu machin, mais dans 2 mois on n'entendra plus parler quoi. Et j'ai peur que ça fasse ça quoi. Bon, c'est intéressant en tout cas, on va voir un peu comment il se comporte par rapport au. C'est vrai que mais le jeu là vraiment très bien et c'est vrai que je suis quand même intéressé. C'est culotté quand même de sortir un jeu. Un jeu comme ça, vis-à-vis de la concurrence, c'est quand même chaud, hein, parce que là, c'est vrai qu'il s'attaque directement à la fois à Wizard of the Coast et puis à Blizzard. Donc bon courage. Il fallait être Valve pour faire ça, quoi. Ouais, c'est cool de faire ça parce que même déjà que Magic se soit enfin décidé à faire un truc à peu près jouable en ligne, c'est quand même bien parce que c'est quand même le papa des jeux de cartes. Et là, le fait qu'on le mette vraiment en concurrence avec des jeux de cartes modernes et avec des idées peut-être un peu fraîches, bah c'est bien parce que ça challenge un peu tout le monde quoi. Ça challenge la facilité d'Hearthstone, peut-être le côté un peu vieux de Magic et là ce nouveau système là peut-être que c'est des jeux comme ça qui sont peut-être plus adaptés pour des jeux de cartes sur PC quoi. Bon, on verra. Ouais. Non mais en plus c'est très bien parce que moi c'est vrai que en dehors des moi aussi j'aime beaucoup les jeux auxquels je joue hein, mais c'est vrai que j'aurais besoin d'un jeu où tu vois où on clique moins, où t'as moins besoin de réfléchir en 0,5 secondes sinon t'es mort quoi, tu vois. Un truc où t'es plus posé. Voilà, c'est ça. Là t'as le temps de réfléchir, comme tu dis moi aussi c'est une partie même dans Path of Exile, c'est ce que j'aime, c'est vraiment la construction la construction de ton personnage, tu vois, la construction du deck, c'est vraiment ça m'a toujours intéressé quand je joue à Magic. Donc on verra, mais en tout cas c'est intéressant, on va voir un peu comment il va se comporter face à la concurrence. Les mois qui arrivent là vont donner pas mal de rebondissements pour les jeux de cartes en ligne. Bon bah voilà, on a fait notre petit tour, mine de rien. 3 jeux qui sont vraiment différents hein. Donc voilà, on a Smash Bros pour May dans le jeu de baston, on a Killvan avec Death Stranding qui va donc être un jeu un peu arty aventure, et puis le jeu de cartes Artifact donc en ligne. On va passer à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, de quoi on va parler? Eh bien c'est moi qui vais vous proposer aujourd'hui un retour sur une personnalité du cinéma.
qui est James Wan. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu son nom. James Wan, c'est un producteur de cinéma, c'est un réalisateur et c'est un scénariste. Et il est, en ce moment et depuis 3-4 ans, il a quand même énormément le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui propose le renouveau du film d'horreur. Et que pour moi, ce renouveau, il était mais tellement nécessaire que c'est vraiment, c'est un peu ce que je souhaite qu'il se passe dans le film de requin, quoi, pour vous dire. Le parallèle en est rendu là parce que dans le film de requin, tout a tellement été fait que du coup, plus aucun film de requin ne fait peur, quoi. Je veux dire, aujourd'hui. Enfin, c'est pas pour rien si Jaws reste la référence. Je pense que tout avait été dit en un seul film et que si aujourd'hui un film de requin sortait avec une grande sobriété dans le traitement, il marcherait de ouf parce que on a envie de ressentir la tension. Et je trouve que le film d'horreur justement c'est énormément, enfin le terme c'est énormément galvaudé depuis une quinzaine d'années. On a tendance à trop bourrer les films d'horreur de slasher, de sang et de gore. Alors pas au profit, mais c'est quoi le mot contraire ? Je me souviens plus. Au détriment, voilà. Au détriment de la tension. Et James Wan, c'est un mec. Alors il est pas très vieux, hein, il est né en 77, donc il a 41 ans. Et c'est un mec qui a décidé que fuck le modèle américain du film d'horreur où finalement on met des jumpscares parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour faire peur aux réalisateurs. Là, on va remettre vraiment à la fois l'horreur dans ce qu'elle a de plus noble et la tension au centre des films, donc ce qu'on avait perdu depuis énormément de temps. Alors bon, je vais vous donner des films qu'il a fait, ça va tout de suite vous parler. James Wan, donc c'est d'abord le mec qui a été révélé par Saw, donc la série de films. Le premier ? Oui. Ouais, il a réalisé le seul qui est bien, celui qui l'a fait ou... C'est lui, et il a produit le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc voilà, le mec il a supervisé toute la série. C'est vrai que Saw, bon voilà, c'est un côté torture porn hein, évidemment qui est largement assumé, mais le scénario était quand même plutôt pas mal, surtout au premier d'ailleurs. C'est étonnant parce que tu vois, j'aurais vraiment pas cru que le mec qui a fait le premier, c'est celui qui a fait le 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Alors il a produit, mais je trouve le premier tellement différent que... Oui, mais il les a produits en fait. Oui, c'est pas lui qui les a réalisés, mais c'est vrai qu'il y a moins sa touche. Non, ça me rassure. Et donc il a sorti également, enfin il a produit également le dernier qui s'appelle Jigsaw hein, dans la série des Saw, qui est un retour avant le premier en fait et qui est un très très bon film qui m'a très agréablement surpris. Je pensais qu'après avoir fait 7 Saw j'en pouvais plus, mais finalement celui-là est pas mal. Il a produit également, alors il a réalisé Dead Silence, Insidious 1 et 2. Il a dans sa catégorie, enfin dans sa filmographie, il a fait aussi Fast and Furious 7, comme quoi on peut faire autre chose. What? Et ouais. Un gros film d'horreur, hein. Ah ouais. Non mais bon, je pense que quand on te propose le démarrage avec la nitro, c'est autre chose. Hein. Je pense que quand on te propose un chèque avec 6 chiffres, tu dis oui. Transpirer, hein. Voilà. Et il a surtout fait les Conjuring 1 et 2. Hein, donc pour moi, c'est de toute façon, je vais en reparler puisque c'est pour moi la pierre angulaire de sa filmo. Il a produit aussi Annabelle. Dans le noir, qui était un très bon film aussi, qui était tiré d'un court-métrage où les monstres apparaissaient quand vous éteigniez la lumière, et qui était vraiment très 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 flippant ce court-métrage. Je vous invite à aller le voir. Je vais même d'ailleurs le mettre en lien dans la description de la vidéo. Vous irez le voir. Il est très court mais très très flippant. Donc voilà, c'est un mec qui est présent dans tous les films d'horreur comme ça actuels. Faut savoir que, comme je vous le disais, ces films-là, bon, si vous avez déjà vu les Conjuring 1 et 2 ou Annabelle, c'est des films qui ne parlent pas à tout le monde. Moi, j'ai mon meilleur pote là, il m'a dit il s'était endormi devant Conjuring 2. Je suis ok, bon, alors que moi j'en pouvais plus. Mais pour moi, Conjuring 1 et 2, c'est typiquement, c'est les films qui eux deux ont réussi à relancer la noblesse du film, du vrai film d'horreur, c'est-à-dire le film où t'es en tension mais tu n'en peux plus quoi. Alors c'est bon, ça va peut-être paraître très con, mais moi dans les conditions émotionnelles dans lesquelles j'étais, dans le noir, dans la salle de Cinoche, les 4 premières minutes de Conjuring, mais j'ai pleuré, je pleurais, mais pas parce que j'étais triste quoi, mais je pleurais tellement j'étais nerveusement tendu quoi. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'en pouvais plus quand j'ai vu Annabelle dans le début de Conjuring 1. Mais franchement, j'en pouvais plus. Et
Et donc j'ai été voir Conjuring 2 au Cinoche. Et à la fin du film, je suis sorti avec une fatigue émotionnelle. Ce film, il arrive vraiment de manière maligne à te faire monter en tension, à te maintenir pendant 5 minutes, à faire redescendre pendant quelques minutes, et après tout de suite ça remonte. Et cette espèce de montagne russe émotionnelle, c'est extrêmement fatigant pour les nerfs. Et vraiment, je trouve que voilà, c'est un procédé qui aujourd'hui fait sa marque de fabrique. Il y a d'ailleurs le dernier film là qui est sorti, alors c'est pas lui qui l'a réalisé, mais qui est tiré de la nonne qui est présente dans Conjuring 2. C'est des films où vraiment, mais tu as les boules quoi. Tu regardes ça dans le noir le dimanche soir, ou tu regardes ça dans une salle de cinoche. Il y a pas de gore, mais t'en peux plus tellement ça joue, enfin tellement James Wan joue habilement avec les codes pour des fois ne rien te donner, mais des fois te donner des choses auxquelles tu t'attends pas quoi. Alors je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des films que j'ai cités là? Ah bah moi tous. Ah ouais, t'as tout vu. Ah bah du coup, ouais, t'en as pensé quoi par exemple des Conjuring sauf la nonne, enfin j'ai pas vu, mais après, enfin moi je suis très bonne cliente des films d'horreur, j'adore ça. Mais ouais, enfin les Conjuring, tu te sens, je suis hyper réceptive à ce genre de truc, et comme tu sais, en plus un impact encore plus important parce que c'est tiré de faits réels. Donc tu te dis quand tu sors de là, enfin ouais, t'es pas bien quoi. Ah ouais, Pendant non, tout le long clairement. du truc, t'es tendu parce que tu te dis au final, enfin c'est romancé parce que c'est un film, mais ils ont vécu ça pour de vrai, peut-être pas de cette façon-là, peut-être différemment, peut-être plus fort, t'en sais rien. Et tu te dis putain, c'est chaud quoi. Alors ce qui est terrible dans Conjuring 2, c'est que justement à la fin, dans les crédits de fin, pendant que les crédits sont déroulés, tu as superposé, tu as les images des acteurs, puisque comme l'a dit May, c'est tiré d'une histoire vraie, tu as les images des acteurs et juste à côté les images des vraies personnes en photo quoi. Et c'est malaisant, mais c'est tellement malaisant. Et tu as les bandes sonores, puisque dans le film tu as une petite fille qui est possédée et qui parle avec la voix d'un démon, et tu entends les enregistrements des années 70 où elle parle avec cette voix mais d'outre-tombe alors qu'elle a 12 ans. Enfin c'est vraiment... C'est horrible. Ah non, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Mais justement, voilà, c'est ça qu'on aime. Moi, quand je veux voir un cinéma d'horreur, je veux pas voir du sang qui pisse partout. Je veux pas non plus qu'il se passe rien pendant 40 minutes. Tout ça pour avoir un jumpscare qu'on a vu venir à 30 km. En 3 km. Enfin, c'est vraiment... James Wan, il joue vraiment très très bien avec les codes. Et enfin, il instaure lui-même les nouveaux codes du film d'horreur. Hein. Ah ouais, mais complètement. C'est moi quand je suis tombée sur ces films-là, tu te dis waouh quoi. Enfin, j'ai l'impression de revivre, enfin d'avoir les sensations que j'avais quand j'étais petite et que je regardais les vieux films d'horreur. Tu vois, je regardais Cimetière, Amityville, vraiment les trucs à l'ancienne, ou même Shining. Tu vois, tu sens cette même oppression, ce même truc constant quoi, où tu te demandes, enfin, ce qui va se passer quoi. Donc tu te mets vraiment à la place du truc, et ça c'est quelque chose qui a manqué pendant énormément d'années quoi, parce qu'au final ouais c'est ça, les gens pour eux au final les films d'horreur c'était vraiment slasher, alors que non c'est un genre, et pour eux c'était que ça quoi. Voilà, ouais, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec les films de requins, mais c'est là que tu te rends compte que quand vraiment tu joues sur la sobriété, c'est en fait plus tu es sobre, plus tu joues sur le réel quoi. Et c'est vrai que en plus, James Wan, il a une manière de faire tourner la lumière qui est vraiment incroyable. Notamment la scène, pour ceux qui ont vu Conjuring 2, où la femme regarde le tableau de la nonne. Mais enfin, la pièce est lumineuse, et en 4 secondes, il y a une espèce de filtre vert malaisant là qui est injecté dans l'image. Enfin, il y a des tournures de luminosité dans le film qui transforment une scène tout à fait normale, une scène de famille ou une pièce de maison, mais en quelque chose de vraiment ouais, malsain quoi, vraiment malsain. Enfin c'est rare quand même pour un mec qui a cet âge-là, et qui Saw, ça date de 2004 je crois. Donc ça fait 14 ans, t'enlèves 14 ans à 41 ans, voilà. Tu dis putain, le mec il a réalisé Saw quand il avait cet âge-là quoi. Toi t'étais encore t'étais en train de commencer ta vie dans le travail quoi. Bah ouais. C'est ça. C'est quand même incroyable. Et là il vieillit très bien, et c'est un des rares, je trouve, un des rares réalisateurs justement voilà qui tombe pas dans le... Enfin, c'est pas Paul W. Anderson, quoi, tu vois.
c'est vraiment il se bonifie avec le temps quoi. Il a compris qu'il fallait pas en faire trop. Il y a il y a des effets spéciaux dans ces films. Il y a le comment il s'appelle là, dans le Conjuring 2 là, l'espèce de Crooked Man là, qui est assez mal fait malheureusement. Mais voilà, il y a quand même peu de CGI, ou en tout cas elles sont très bien intégrées. Et je voulais mettre un coup de projecteur. Alors toi, Kilvan, du coup, t'as pas parlé, mais tu t'en as déjà vu des films que j'ai cités là ou pas? Alors, j'ai vu Saw. So, il a quand même fait un. Et du coup, j'ai vu Fast and Furious 7. Ah, Voilà. Voilà. Et encore, Fast and Furious, je l'ai pas vu en entier. Et après, j'ai vu un bout de Conjuring, les dossiers Warren, mais moi, c'est pas les trucs de possession, les trucs comme ça. Moi, je fuis direct. d'accord. Je sais que c'est le genre de truc que je vais mal dormir, ça sert à rien. Ah ouais, ok, t'es sensible. Ah, mais je dis la vérité. Hein, Non, mais c'est bien. Non, mais en plus. C'est vraiment le genre de film. Enfin, moi, c'est le seul truc qui arrive à me faire flipper, c'est voilà ce qui est en rapport avec l'après. C'est pour ça d'ailleurs que alors je sais pas. Enfin, je pense que ça ressemble un petit peu. C'est un film qui est un peu dans le même style. Vous avez vu Rec? Oui, Ouais. bien sûr. Et ben, je trouve que ça me faisait penser un peu à Rec. Et Rec, en fait, quand tu te rends compte en fait que Rec, c'est un film qui parle de possession, c'est un peu chelou, quoi. Donc, tu dors moins bien, quoi. Oui. Non, Rec, il est vraiment balisant justement parce qu'il y a un effet de réel qui est. Et bah oui, qui est énorme, surtout qu'au le début, je crois que c'est un bête truc de zombie, et puis petit à petit, tu te rends compte que vraiment, c'est plus dégueulasse que ça, et donc du coup, voilà. Et donc, c'est pour ça, ces films-là, je dis non. Quoi. Non, mais reste au loin, ils sont de leur côté, je suis de mon côté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Non, mais c'est vrai que c'est un trip particulier hein, d'avoir envie de se faire bon peur. Truc, avoir midi les zouzous, c'est Ouais, voilà, je voulais mettre un coup de projecteur sur ce producteur. Bon, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. En plus, c'est vrai que du coup, comme il a fait des films qui ont très bien marché, il produit énormément. Hein. Enfin, là, tous les films que je vous ai cités, on va dire, c'est 80% des films de qualité du film d'horreur de ces 15 dernières années, quoi. Donc, il y a vraiment. Je vois pas de bons films d'horreur. Enfin, pour moi. Il faudrait que j'ai la liste sous les yeux, mais des bons films d'horreur. Alors, il y en a un qui est sorti récemment que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais dire une connerie parce qu'il y a un film qui a presque le même nom au mot près. Alors, je sais plus si c'est Dans le noir ou non, c'est pas un mot ou Sans un mot. Il y a les deux films. Je sais qu'il y en a un, c'est Sans un bruit. Il est marqué sans un Sans bruit. un bruit. Ah, ok. Sans Alors un peut-être. bruit. En tout cas, il y en a un. C'est donc des jeunes qui vont dans une maison pour voler des trucs et ils tombent dans la maison d'un ancien GI qui est aveugle et du coup ils doivent pas faire de bruit et c'est un autre truc. il est balisant il est vraiment balisant ce film. J'arrive plus ils sortent des noms des films avec plein de noms. C'est pas ça le nom, mais ouais, je vois. C'est approchant, quoi, tu vois. Regardé, j'avais vu la bande-annonce du thé et ça avait l'air pas mal. C'est vrai que je l'ai pas encore regardé. Bah ouais, non, il est très bon et bon après c'est vrai qu'on est inondé. Le problème c'est qu'on est inondé aussi de séries B qui misent. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait la sortie de ça de Stephen King. Moi j'ai regardé sur les sites de téléchargement, mais le nombre de nanars basés sur les clowns qui sont sortis à la suite de ça dans la même année, mais c'était scandaleux. Franchement, c'était scandaleux. Du coup, ils l'ont remake, lui, c'est ça? Oui. Ça, ouais. D'accord, j'ai pas vu le remake, mais celui de base, c'était pas mal quand même. Ouais, bah apparemment, il était pas mal. Celui, je l'ai pas vu non plus. C'est un des rares films moi, que j'ai loupé, moi, j'ai vu le remake et du coup, en ayant revu le film de base d'avant, là, comment il a été amené le remake, il y a beaucoup plus de situations où t'es pas bien, quoi. Ah ouais. Parce que c'est vrai que quand tu regardes en fait celui d'avant, c'était un téléfilm, donc à la limite quand t'es petit il a pas cet impact même. Enfin, quand tu le regardes en étant plus grand, c'est pas qu'il a mal vieilli, mais il te fait pas le même effet. Oui. Alors que du coup avec le remake, il a été vraiment fait plus poussé, plus dans le truc où on va vraiment jouer sur ce que tu vas ressentir vraiment, que il fait bien flipper quand même. Ok. Voilà, c'est vrai que je l'ai depuis un moment, je l'ai toujours pas regardé. Faudrait que
faudrait que je le fasse. Mais bon, voilà, moi j'espère qu'on va continuer comme ça sur cette lancée et qu'on va pas tomber dans le malaise du film de requin avec The Meg et toutes ces conneries, quoi. J'espère qu'on va, enfin bon, James Wan de toute façon, comme je disais, il a tellement fait de films maintenant lui, que ça a l'air d'être bien. Hein. Ouais, maintenant il a la thune, il a sa maison de production, il y a pas de souci, il peut s'assurer, il a l'air insolite, quoi. Donc j'attends de voir les prochains. Alors apparemment The Nun, il est pas génial. Je l'ai pas encore vu, ce qui est sorti récemment. Je l'ai pas encore vu, ouais. Ouais, apparemment il est pas génial, mais Après, je sais que c'est pas lui qui l'a fait. Enfin, ça c'est mon avis, hein, mais pour moi il n'y a pas besoin qu'il y ait 40 réalisateurs qui fassent des bons films d'horreur. À partir du moment où il y a au moins une espèce de continuité où de temps en temps il y en a quand même des biens, quoi. Ah bah oui, moi je suis d'accord. Hein. Ça peut rester, enfin concrètement, si les trucs, enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est des films d'horreur, mais genre les conneries, genre Hansel et Gretel, ces trucs-là, là, Ah, je connais pas. c'est genre c'est des slashers pour ados slash films d'horreur, quoi. Ça, c'est tant que ça fait la blague. Bah, si ça a un public, tant mieux, mais c'est vrai que bon, si vous préférez plus des trucs un peu plus ghetto, bah ouais, forcément, il n'y a pas besoin d'avoir 50 réalisateurs, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça, moi, ça me va. Enfin, même un bon film par an, c'est déjà. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça, j'attends impatiemment de voir la suite. Là, mine de rien, James Wan, il est en train de nous faire, pareil, un peu le James Wan Universe, hein, parce qu'on a eu Conjuring 1 et 2, après on a eu Annabelle. Là, on a The Nun qui vient de sortir, donc qui est adapté de Valak, le méchant de Conjuring 2. Mine de rien, il est en train de se créer son petit univers. Je sais pas s'il va continuer comme ça, s'il va, enfin, parce qu'il est il est en train de nous faire un peu une M. Night Shyamalan, quoi. C'est-à-dire que les films au départ étaient pas faits pour être étendus. Et puis là, Night Shyamalan, il essaie de se raccrocher au corps. C'est dangereux de faire ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'espère que ça va pas tomber dans l'industrialisation, tu vois, de l'univers. J'ai pas envie que ça termine comme Marvel où t'as un planning de 20 ans établi déjà, où tu sais que tu vas te bouffer les mêmes films, les mêmes copies de films tous les ans, quoi. Donc on va voir. Mais bon, franchement, c'est rare parce que le cinoche c'est pas mon domaine, mais lui, je crois en lui, tu vois. Je crois en l'humain parce que je crois en lui, quoi. C'est un des rares, c'est un des derniers, quoi, tu vois. Moi, je crois en plus rien, mais lui, bon, je lui donne une chance, quoi. Enfin, on va voir. En tout cas, voilà, ça me plaisait de parler de James Wan. Non, mais c'est grave, surtout que le film d'horreur, je pense que c'est un peu un gros mot maintenant. Et c'est vrai que le Wark, quand même. Enfin, moi, c'est vrai que c'est un style où j'y vais pas, moi, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que c'est plus un gros mot, un film d'horreur. Tu penses plus à un truc un peu délire, à la destination finale, qu'à des vrais trucs comme ce film-là, quoi. C'est ça. Donc, c'est le problème que j'ai. Ça fait du bien aussi d'entendre qu'au moins pour les gens qui aiment vraiment ça, il y a encore quand même quelques alternatives qui permettent de voir des films un peu sympas, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, bah écoutez, en tout cas les amis, on va bientôt arriver à l'heure de podcast. On va terminer tranquillement là-dessus. Bah, j'espère que en tout cas ça vous aura donné à la fois pour les jeux qu'on a abordés et ces quelques films l'envie d'aller en apprendre un petit peu plus. Hein. N'hésitez pas à regarder donc pour les 3 jeux qu'on a évoqués. N'hésitez pas à aller voir les trailers. Il y a quelques séquences de gameplay, tout ça, même s'ils sont pas au même stade d'avancement. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis pareil, je vous invite évidemment à aller regarder les films de James Wan. Si vous avez pas envie de regarder tout ce qu'il a fait, vraiment faites-vous au moins Conjuring 1 et 2. C'est pour moi le porte-étendard de la filmographie et de la qualité de James Wan. Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus. J'espère que le mois prochain, on sera de retour à 4. Au complet. Voilà. En tout cas, ça nous a fait plaisir. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous donc pour le mois de novembre, le mois prochain, avec de nouvelles thématiques. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut.